Alors bonjour Youssef Brahmi, alors je suis très heureux de vous recevoir parce que on commence une belle série qui va être sur une présentation de livres, pour présenter des livres un petit peu à notre public. Moi ça m'intéresse parce que je veux que mes élèves lisent, que tous nos amis, tous nos spectateurs ici lisent, et on ne sait pas très bien quoi lire dans le monde juif, parce que, ma foi, il y a un peu tout et rien, et on ne sait pas très bien aussi qu'est-ce qui, on va dire, va dans une certaine ligne de cacheroute, dans une certaine ligne de pensée qui va selon la Torah. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur le judaïsme. Alors moi, je suis très heureux parce que vous nous facilitez énormément la tâche. Vous avez créé un site, donc, important qui s'appelle... Officiel du livre juif, bonjour. Bonjour, voilà. En effet, nous avons lancé ce site avec comme optique de sélectionner les livres, tant dans leur qualité que dans leur contenu. Ça veut dire qu'on va distinguer le message véhiculé dans les livres, mais on va aussi distinguer l'écriture. Jusqu'à présent, beaucoup de livres de Torah, sur le judaïsme d'une manière générale, étaient écrits par des personnes qui avaient beaucoup de choses à dire, mais qui ne savaient pas forcément bien écrire. Ou le contraire aussi, des gens qui savaient très bien écrire, mais n'avaient pas grand-chose à dire. Tout à fait. Je me permets de le dire. Tout à fait. Donc aujourd'hui, en plus avec le mouvement de Teshuvah qu'on vit actuellement, on a de plus en plus d'éditions qui sortent et on avait besoin de mettre un petit peu de tri dans tout ça et peut-être d'orienter un petit peu plus nos lecteurs vers des livres, j'ai envie de dire, qui respectent les lecteurs, mais aussi la Torah. Oh ben c'est super. Alors moi je suis très heureux. Cette première émission que nous faisons ensemble, ma foi, c'est un petit peu une émission de base aussi pour moi, pour conseiller à nos lecteurs, à mes étudiants, à nos amis, les livres de base qu'on doit avoir chez soi. Alors évidemment, les livres de base qu'on doit avoir chez soi, les incontournables, c'est sur la Torah, la paracha de la semaine. Hein. Donc la paracha de la semaine, pour vraiment bien étudier la paracha de la semaine, il faut étudier la paracha de la semaine avec Rashi. Donc Rashi, c'est le grand commentateur, c'est le commentateur de base. Maintenant, on a eu toujours des problèmes parce que les gens n'arrivaient pas à rentrer dans Rashi très facilement. Il y a eu des traductions, mais je pense à mon avis que vraiment une superbe traduction, c'est la traduction du Rav Cohn, donc le Rav Cohn qui est à Strasbourg, il a fait un superbe travail. Donc ça, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait, voilà. Sans hésiter. Même. Sans hésiter. Donc c'est, on va dire, le Chumash Rashi, c'est Rav Cohn, et je pense que c'est l'ouvrage qu'on peut conseiller à tout le monde. Maintenant, Eli Munk, le Rav Eli Munk. Alors c'est des commentaires quand même complètement différents, donc on passe à autre chose, à un autre niveau de lecture. Donc si on veut se donner la peine de comprendre un petit peu plus les secrets de la Torah, et les Munk est tout à fait indiqué. C'est ça, donc c'est la voix de la Torah, ces fameux livres bleus en tissu qui ont bercé notre jeunesse, ils sont encore toujours très actuels. C'est un homme qui était extrêmement cultivé, en Torah, qui était très érudit, mais qui avait aussi pas mal de connaissances aussi dans les sciences profanes, dans la philosophie, et donc sans jamais tordre la Torah, que Dieu préserve, pour la philosophie, il a aussi employé un langage et il connaît les questions que se posent les gens. Et alors c'est une compilation, il y a du Zohar, il y a du Rashi, il y a de tout. Il y a de tout chez le Rav Eli Munk. Donc le Chumash Rashi, c'est le classique pour étudier la Torah en direct. Rav Cohn. Eli Munk, ça sera quand même beaucoup réservé à une population qui se donne la peine de réfléchir, dirons. Voilà. Rav Eli Munk, on réfléchit, Rashi, c'est de l'étude. Rav Eli Munk, c'est déjà un peu après encore. On est dans une démarche de réflexion et c'est hyper intéressant. Vraiment, on peut vivre un Shabbat merveilleux, on peut vivre une semaine merveilleuse, paracha par paracha, en ayant d'un côté Rashi, de l'autre Eli Munk. Maintenant, vous nous amenez quelque chose de nouveau. Alors ça, je sens le petit sourire. Je l'ai entrevu le livre. Hein. J'ai lu quelques tout petits morceaux. Alors allez-y, c'est quoi? Ça s'appelle la paracha, c'est le Rav Eliyahu Hassan qui l'a écrit. Le Rav Eliyahu Hassan qui enseigne chez le Rav Ron Shaya. Tout à fait. Donc il enseigne à des personnes qui, en règle générale, arrivent. Ça veut dire que le Rav Ron Shaya accueille des personnes qui sont Chosrei B'Teshuvah, et donc les personnes qui arrivent là-bas passent en règle générale par Eliyahu Hassan, qui lui va leur donner les fondements, les bases
première de ce qu'on peut attendre de la Yahadut, du judaïsme en général. Donc ce livre, donc il a mis en livre ces parachutes selon cette façon de donner. Alors, son livre d'abord, c'est une compilation de commentateurs. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver à peu près tous les commentateurs en fonction des montées et des parachutes qu'il aura organisés. Ça veut dire que nous retrouvons à peu près tous les grands classiques des commentateurs et il les a illustrés avec des histoires. Alors pourquoi des histoires? Parce qu'en fait, en règle générale, justement, quand il accueillait les jeunes, il racontait des histoires pour pouvoir commencer déjà à leur donner d'abord un environnement agréable, une ambiance, parce que la Torah c'est aussi une ambiance, et plus que ça, un message. Bon, bah, très bien. Alors on va voir donc quel genre d'histoires sont amenées par Rav Hasson, que je connais depuis pas mal de temps. On va en parler un petit peu de ces histoires. Et moi, le peu d'histoires où je suis tombé, effectivement, je suis tombé sur une histoire d'un rabbin ashkénaze de Jérusalem, le Rav Aryeh Levin, quelque chose de très très beau sur une histoire qui concerne sa fille. Et je suis tombé aussi sur une histoire sur Rav Chaim Ben Attar, le Rav Chaim. Mais la plupart, enfin, ce que je remarque, la plupart des histoires sont liées à des sages du monde d'ici, du monde ashkénaze, du monde du Rav Shach, etc., etc. C'est sûrement le monde dans lequel a évolué aussi Elio Hasson, enfin, non? Alors, je ne pense pas que ce soit le monde dans lequel il a évolué. Il a plutôt évolué dans un monde de Torah français. D'accord. Oui. On peut dire aujourd'hui que même les séfaradim vivant en France ont été fortement imprégnés par le courant lituanien, le courant ashkénaze, tant dans leur enseignement que dans les personnalités religieuses qui représentent la Torah en France. C'est ça, c'est le monde des yeshivot depuis 2 siècles à peu près. Le monde des yeshivot a un peu basculé vers l'Europe centrale et ils ont un peu repris le flambeau de ce que nous avions. Donc il y a naturellement une identification au monde ashkénaze, même pour les Sfaradim de France. Il n'empêche que je voulais revenir sur l'idée de ce que c'était qu'une histoire en premier lieu. Une histoire, c'est avant tout un moyen, un kéli, un ustensile pour véhiculer un message. Et donc on a pu remarquer quand même qu'au travers des temps et au travers des différentes populations, eh bien, on avait des messages différents à véhiculer. J'ai toujours pris l'exemple de si on devait faire un déménagement, est-ce qu'on prend une voiture ou est-ce qu'on prend un camion? Ça dépend du message qu'on a à faire, on prendra l'ustensile qui convient. Les sages séfarades, eux, avaient plutôt une tendance à vouloir véhiculer une exaltation de la mystique juive. Une exaltation à Hachem, et donc ils passaient par le miracle tout naturellement. Alors que les sages ashkénazim, eux, avaient une tendance plutôt à vouloir prôner le moussar, le travail sur soi, l'amélioration et la possibilité de se rapprocher d'Hachem. Nous les hommes, nous nous rapprochons d'Hachem au travers d'un travail personnel. C'est ça. Il y a en fait, c'est toujours, en fait, on va tous dans la même direction, hein, on va tous dans la même direction, mais il faut que nos amis comprennent que ces histoires qui sont aussi bien dans le monde séfarade que dans le monde chassidique, pas lituanien, ashkénaze, mais dans le monde chassidique, il y a beaucoup d'histoires qui ressemblent vraiment à des contes. Alors, il faut savoir que beaucoup de ces histoires ne sont pas à prendre au pied de la lettre, dans le sens où il y a quelque chose qu'on appelle un Torah qui s'appelle le Midrash, et qui est on parlera du Midrash un jour dans un cours spécial, mais on va dire que ces histoires-là sont beaucoup des paraboles qui nous font réfléchir beaucoup plus que des histoires finalement à prendre au pied de la lettre, par rapport à des miracles, des rabbins qui sont sur des tapis volants, ou des choses comme ça qui évidemment rebutent le public français parce que on tombe dans le conte de fées. Hein? Oui, maintenant, donc il ne faut pas le voir. Je ne partagerai pas forcément votre avis. Oui. Je me permettrai quand même de dire que le monde séfarade ont une certaine simplicité, une tmimout, d'accueillir le message comme il est, sans se poser plus de questions, se dire... C'est pas péjoratif, c'est bien au contraire une qualité, se dire que un miracle est un miracle.
et on l'accepte comme il est, et on voit un tapis volant comme un tapis volant. Même si on pourrait penser que ça peut être simplement l'image d'un tapis volant qu'on aurait. Non, eux, ils peuvent penser aussi que c'est un tapis volant à part entière qui... C'est ça. Donc le public, notre public qui est, disons, qui est francophone, a grandi dans un monde rationnel. Moi, personnellement, je pense qu'on est à la fois séfarade et ashkénaze, puisqu'on a été élevé en France. On a disons le monde émotionnel séfarade, et puis on a aussi l'esprit analytique européen. Maintenant, il faut faire très attention parce que toute la Torah du XIVe siècle était séfarade, était en Espagne, et c'est là-dessus que se basent toutes les analyses aussi dans le monde ashkénaze. Donc ici, on n'a pas de, si vous voulez, on est dans une sorte d'unité, de collaboration, mais sur un même thème. C'est pour ça que je pense très souvent que on va dire le monde séfarade, le monde ashkénaze est plus intéressé au sens premier, c'est-à-dire au sens de la halakha, au sens du sens premier des choses, et les séfarades, tout comme les chassidim, sont plus intéressés par l'aspect kabbalistique et l'aspect plus parabole des choses. Et ça, ce qui est légitime et ce qui se complète. C'est juste, c'est juste. Maintenant, hein, juste pour reprendre ce que vous dites, et vous avez entièrement raison, aujourd'hui, on a le Vada Rabbanim qui est tenu par des ashkénazim, on peut dire à 99% ou 100%, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils communiquent énormément sur des histoires de miracles. On voit les miracles de la tzedaka, le miracle du chesed, de la bonté, et ils communiquent très largement. Donc il n'y a vraiment aucun clivage. C'est pour ça. Il n'y a pas de clivage, mais disons qu'il y a toujours une petite tendance vers quelque chose et une petite tendance. Ça veut pas, par exemple, le monde ashkénaze a des immenses kabbalistes comme le Gaon de Vilna. Donc on ne peut pas dire que donc c'est une toute petite différence et un petit. C'est juste. Maintenant, on a besoin des deux. C'est deux facettes, on va dire. Tout à fait. Deux facettes complètement complémentaires du réel, et il faut profiter d'Israël pour que toutes ces facettes se réunissent et qu'on arrive vraiment à créer une étude complète, une étude riche qui aille dans tous les sens des choses. Maintenant, on va parler, parce que je pense que ce livre a eu pas mal de succès, beaucoup de succès, alors on va essayer de comprendre pourquoi. Que Dieu préserve, hein, comme ça, on est très heureux qu'il ait du succès, mais on va essayer de comprendre pourquoi ce succès. Alors pourquoi ce succès finalement? Parce que moi j'ai vu cet aspect très convaincu d'Eliyahu Hasson quand il travaille, quand il enseigne, il passe des heures avec chaque élève, avec les nouveaux venus. Ça vient au compte-gouttes, donc chaque personne est très important. J'ai fait ce travail-là il y a 20 ans, donc je connais, mais disons que je connais, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup. Et peut-être je sais pas, il a mérité. C'est très. Pourquoi tout à coup? Comme ça, tout ce monde de petites histoires, etc. Alors, pourquoi poser la question s'il a mérité, c'est à peu près sûr qu'il a sûrement mérité. Maintenant, je pense qu'il a eu une clé qu'ont pas toujours tout le monde, que chacun n'a pas, en tout cas en sa possession. C'est que lorsqu'il a fait ce livre, il est vraiment parti sur un travail éthique. J'entends par là qu'il n'a jamais, et ça je le connais personnellement, il n'a jamais favorisé l'aspect financier au détriment du livre, au détriment des personnes qui pourraient travailler autour de lui. Donc je pense que ça aujourd'hui, en France, on voit beaucoup de gens parler d'éthique. En tout cas, lui, il a mis en application ce que pouvait être l'éthique juive et non pas l'éthique comme on l'entend en Occident. Et donc, c'est peut-être aussi le résultat de son succès. C'est ça. Donc, l'éthique juive dans le sens où ce qu'il dit, j'en ai lu pas mal d'extraits, ce qu'il dit est plein de bon sens. Il y a une logique, il y a une tenue, il y a une morale juive qui est tout à fait qui est simple, qui est vraiment mise à la portée du public et qui permet de réfléchir, qui permet de construire des choses et de voir des petites choses dans la vie très importantes que grâce à, grâce à cette approche qui vient projeter la paracha sur notre vie quotidienne,
Et avec ces histoires qui font le pont avec notre vie quotidienne, on arrive à rentrer. Maintenant, il y a un deuxième point que je voulais soulever, c'est peut-être aussi que ce n'est pas un livre qu'il a voulu faire. Il n'est pas un auteur, il n'est pas un écrivain, il n'est pas a priori tourné vers le livre d'une manière spécifique. On l'a poussé à le faire. Il racontait toujours ses histoires à ses élèves, il racontait ses histoires à ses amis, et tout le monde appréciait, et tout le monde voulait ces histoires, les lire, les entendre, les répéter. Et donc on lui a tous demandé, beaucoup de gens lui ont demandé de faire un livre de ses histoires. Et très franchement, à force d'être poussé, il s'est laissé aller. Très bien, écoutez, c'est génial. Alors moi, je suis très content. Moi, vraiment, je le conseille à mes élèves. Je vous avez apporté un très bon livre là pour commencer, quelque chose qui est en dehors donc des grands classiques dont nous avons parlé tout à l'heure, quelque chose qui vient mettre la paracha, disons, comme un Shulchan Aruch sur la table de Shabbat. Et qui va faire certainement que on va passer des bons Shabbats. Surtout que quand des gens observent le Shabbat, parfois à Paris, ils sont longs quand même, non? C'est juste. Surtout en été. Ils sont justes. Alors voilà, pour des longs Shabbats et puis pour partager des très belles impressions. Et moi, je pense que c'est un livre qu'on peut, ici à 613 TV, vraiment conseiller. Et je vous remercie beaucoup. J'avais envie de vous appeler Monsieur Livre, Monsieur Brami. Je tiens aussi à rendre hommage à la traduction, à l'écriture, à la rédaction. C'est un livre net. Ravasson a fait rédiger ce livre ni plus ni moins que par Madame Brami. C'est juste. Voilà, donc c'est un livre familial, c'est un livre qui vous touche de ce point de vue-là. Et moi, je suis très heureux, nonobstant le fait que je pense qu'il faut, bien entendu, donner une précédence à, bien sûr, un chumash avec Rashi, comme je disais tout à l'heure, à Rav Cohn, qu'il faut aussi approfondir la réflexion en prenant des choses qui sont, disons, du Zohar, des choses qui sont... Mais on a aussi dans ce livre, j'ai remarqué, beaucoup du classique, mais il est ramené d'une façon qui passe et qui est extrêmement diversifiée. On peut trouver aussi bien du Rashi, d'après ce que j'ai vu, que des commentateurs très modernes, mais tout ça trié sur le volet. Alors je pense qu'on peut faire confiance, très important de faire confiance dans l'étude de la Torah, de ne pas prendre n'importe quoi. C'est très important parce que la nourriture spirituelle, vous savez, on fait attention à ce qu'on mange, mais il faut faire aussi attention à ce qu'on absorbe là-haut. Alors je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Merci. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette émission parce que c'est VOD. VOD, ça veut dire on peut voir quand je veux. Voilà. Et merci beaucoup. Merci à vous. Yasser Brami pour une prochaine émission, si tu veux. J'espère que vous nous apporterez des livres bientôt. Hein? Merci. Au revoir. Au revoir.